Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Karen Gauthier, je suis responsable de la mission coordination sécurité risque au Conseil départemental de Loire-Atlantique. Sylvain Chaumette, Ineris, responsable de la cellule d'appui aux situations d'urgence. Christophe Poirier, officier de sapeur-pompier, responsable du service numérique, coordinateur de l'équipe NRBC au SDIS 44 et membre d'un groupe de travail de l'IMDR sur les syndics. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous parler d'un nuage toxique qui se serait produit en 2019. On a choisi de vous parler d'un autre type de nuage toxique pour lequel on a du retour d'expérience et qui s'est produit donc en 87 à Nantes. Alors, on va l'aborder avec un certain détachement parce que moi-même et Sylvain, on ne l'a pas connu, enfin, on n'a pas été impacté par cet événement. Christophe, j'en ai discuté vite fait avant de monter sur scène un petit peu plus, si tu peux juste nous dire de quelle manière. Oui, simplement en tant que collégien à l'époque, mis à l'abri, je ne peux pas parler de confinement, mis à l'abri dans un gymnase en attendant la suite des événements, ça n'a pas duré très longtemps. Et du coup, il y a eu la vocation pour les secours après. Non, pas forcément non, encore à ce moment-là. Okay. Alors, pour vous resituer les choses, un petit film pour commencer. Donc, je lance comment la vidéo? Juste pour vous montrer quelques images d'archives. Je clique sur l'écran. Tac. Voilà. Le feu a pris vers 9h30 ce matin dans un silo contenant 850 tonnes de nitrate d'ammonium. Le sinistre a éclaté dans un entrepôt d'engrais de l'entreprise Loiret et Edgens sur la zone portuaire ouest de Nantes dans le quartier de Chantenay. Un nuage blanc jaunâtre très important contenant du chlore et des vapeurs nitreuses se dégageait de l'incendie, un nuage toxique se déplaçant en direction du nord-ouest vers l'estuaire de la Loire. C'est sans doute un court-circuit qui a provoqué cet incendie. Il semblerait que l'un des câbles passant au-dessus des poutres métalliques ait pris feu. Les étincelles seraient tombées sur les engrais stockés qui se seraient enflammés. 3 blessés, des ouvriers travaillant sur le site, sont depuis ce matin en observation à l'hôpital. Dès le milieu de la matinée, un périmètre de sécurité était installé à proximité du drame. Les services officiels conseillaient à la population de se cantonner chez elle et plusieurs écoles étaient évacuées. Enfin, à 14h15, le plan Orsec était déclenché. Donc voilà un petit résumé de ce qui s'est passé. Bon, on avait un nuage blanc. Donc je vais reprendre rapidement les faits pour que vous les ayez bien en tête, mais on ne va pas du tout aller sur les éléments de retour d'expérience sur ce qui a pu se passer et, au niveau organisationnel ou technique. On va vraiment se concentrer sur le rôle des experts dans la gestion de cette crise. Donc Christophe va nous exposer ensuite le rôle, les différents experts qui étaient présents, leur rôle. Et en dernière partie, donc Sylvain, lui, nous exposera ce qui a évolué depuis. On aura des éléments de comparaison et un petit peu les facteurs de réussite du rôle des experts. Donc, je vais aller très très vite puisque voilà, on a eu tous les éléments dans la vidéo. Donc, un démarrage de feu à 9h15. Les employés ont essayé rapidement de l'éteindre, mais ils ont vu que c'était pas possible, donc ils ont rapidement appelé les secours. Il y a une première information qui est partie donnant la nature des engrais qui étaient en train de brûler. Et on se rend compte dans le retour d'expérience que l'information sur les produits a disparu, ce qui n'a pas facilité la tâche des experts. Donc il y a une fumée très épaisse que vous avez vue dans le petit reportage qui s'est diffusé, avec une combustion couvante, et donc des premières mesures de confinement vraiment des riverains qui habitaient dans ce quartier industriel, qui était vraiment sous le nuage. Donc là, une décision de mettre en place un rideau d'eau pour isoler en fait la partie en feu du reste du stockage. Mais bon, là, c'était pas très déterminé encore sur les types de mesures qu'il fallait prendre. 11h15, le nuage se propage, donc on décide d'étendre la zone de confinement et de l'étendre à un rayon de 1 km, ce qui fait qu'on est sur un potentiel de 73 000 personnes concernées.
Midi 15, des échanges contradictoires. Donc là, Christophe nous en parlera peut-être un petit peu, entre les experts sur la nature du risque finalement. Est-ce qu'on est face à quelque chose, à un nuage toxique, ou est-ce qu'on a un risque d'explosion? Donc là, effectivement, la posture, la conduite à tenir n'est pas la même vis-à-vis des populations. Et c'est finalement à 13 h la crainte de l'explosion qui va motiver l'évacuation de la population, donc dans ce fameux rayon de 1 km. Et on décide de couper donc, le trafic ferroviaire. Bon, le feu continue, le nuage continue, et donc les pompiers, eux, finissent par décider qu'il faut noyer le feu, enfin le stockage. Ils ont évalué que finalement, ça va se diluer dans la Loire et qu'il n'y aura pas un gros risque de pollution par rapport au fleuve. Donc, ils lancent ces opérations. 14h15, déclenchement du plan Orsec et l'évacuation des populations débute avec les moyens de l'époque. 16 h, l'arrosage a bien fait son effet, le panache de fumée diminue, 19 h, rétablissement du trafic ferroviaire, et 22 h, les personnes évacuées donc, peuvent revenir, et 7 h le lendemain, le plan sec est levé. Voilà, ça c'était pour les faits. Bilan, donc on a eu 3 employés légèrement blessés dans l'entrepôt. Sur les 73 000 potentiellement concernés, on a eu 38 000 personnes évacuées pendant 8 heures. Et donc, voilà quelques chiffres sur la mobilisation des secours, des policiers, etc. Et donc, 1 millier d'agents territoriaux qui se sont mobilisés au niveau de la métropole nantaise. Alors, on avait une question pour laquelle on souhaitait vous faire voter. Donc, on va vous faire voter à main levée. Finalement, quand on parle d'experts, on parle de qui? On parle de quoi? Qui sont les experts? Qui est légitime pour être expert? Donc, d'après vous, dans une situation de risque industriel, quels devraient être les experts? Alors, on va vous faire voter à main levée et vous pouvez répondre plusieurs fois. Si vous estimez qu'il y en a plusieurs dans la liste, vous lèverez la main plusieurs fois. Donc, est-ce que vous pensez que les sapeurs-pompiers sont experts dans une situation de risque industriel? Alors, il y en a qui disent ça dépend, c'est des Normands, je pense. On a entendu, oui, mais peut-être pas à l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer là-dessus. Vite fait. Non, il faut juste savoir que les sapeurs-pompiers sont des généralistes d'abord du risque, qu'ils sont en mesure de prendre en compte un certain nombre de situations et qu'ils ont effectivement dans leur rang un certain nombre de personnels qui ont des spécialités différentes. On parle beaucoup de feux de forêt, on parle on a parlé de sauvetage et blêmement tout à l'heure. Il y a des spécialistes en risque chimique et en risque radiologique, mais je pense qu'on ne peut pas les qualifier d'experts à proprement parler. Quand on sait qu'un ingénieur en chimie maîtrise quelques molécules et encore dans des conditions de combustion, tous les paramètres qui viennent s'ajouter à la molécule à proprement parler, ce serait une grave erreur de croire que les sapeurs-pompiers sont des experts, et ce serait encore pire que les sapeurs-pompiers pensent qu'ils en sont. Christophe, est-ce que tu veux... Je me souvenais plus que Christophe était sapeur-pompier. Merci Ludovic. Je pense qu'il a, il a résumé une situation qu'on rencontre sur le terrain, et on reviendra dessus tout à l'heure. Il y a un niveau de connaissances techniques dans un certain domaine, mais en aucun cas les sapeurs-pompiers sont experts. On verra un peu plus tard vers qui ils se tournent quand on arrive à des situations beaucoup plus complexes que même, je dirais, un basique événement industriel pour lequel on essaye d'éviter qu'il se dégrade, voire un retour à la normale quand ça reste dans nos cordes. Mais derrière, on va solliciter d'autres personnes. Alors, est-ce que vous pensez que le maire de la commune est expert dans une situation de risque industriel? Alors, il y a une personne qui dit oui. Est-ce que vous voulez vous dire pourquoi?
Donc il a une connaissance de son territoire qui va permettre, qui va rentrer dans la balance d'analyse de la situation. Est-ce que vous pensez que l'industriel exploitant est un expert peut être un expert dans la situation de... Ça devrait. Donc a priori, plutôt oui. Qui veut s'exprimer là-dessus? Est-ce que quelqu'un de la salle veut s'exprimer là-dessus? Il ne sera pas crédible. Si c'est pour ses intérêts, effectivement. Ouais. Ouais. Pas vis-à-vis du public, en fait. Pas vis-à-vis du citoyen. Alors effectivement, il paraît, l'industriel exploitant, il paraît comme incontournable vis-à-vis des équipes intervenantes, des différents directeurs d'opérations de secours, que ce soit le maire ou le préfet. À côté de ça, il est directement concerné par l'événement et les informations qu'il va transmettre vont forcément devoir être croisées pour être bien sûr aussi qu'il ne privilégie pas l'intérêt de son établissement par rapport à l'intérêt collectif. Et surtout, a priori, c'est le seul qui connaît vraiment quel est l'état de son installation. Parce que ça, que ce soit les pompiers ou les experts, on ne peut pas l'inventer. Donc là, pour l'instant, on a vu des personnalités incontournables, effectivement. Et dernière question, donc l'organisme ou personnalité scientifique en matière d'expertise. Donc oui. Bah oui. Donc le bah oui, donc on passe à la suite. Donc on va passer effectivement plus précisément sur le rôle des experts dans cette situation précisément de nuages toxiques. Finalement, on ne sait pas s'il l'était. Et donc je lance le petit film. On ne connaissait pas très bien le phénomène. En parallèle, puis, voilà, on s'est trouvé confronté. Ouais, merci. Juste le film qui est une coupure d'un reportage un peu de retour d'expérience qui a eu lieu une quinzaine d'années plus tard. Et c'est une coupure ciblée sur les moments où on parle de différents niveaux d'expertise. Donc le montage est très simple. On ne connaissait pas très bien le phénomène et puis voilà, on s'est trouvé confronté à ça pour la première fois. Il y a des pseudo-scientifiques qui nous avaient dit au départ surtout de ne pas mettre d'eau. En fait, heureusement, on a su dans l'heure qui a suivi qu'il fallait noyer et mettre de l'eau en très grande quantité. Donc ça nous a fait perdre un peu quelques précieuses minutes qui a entraîné une décomposition un peu plus importante. Personne n'y est préparé. Sur les lieux, les experts se multiplient, les avis aussi. Premier conseil donné aux pompiers, utilisez de la mousse, surtout pas d'eau. Ce sera le premier dérapage, la mousse va aggraver la situation. Le lendemain du sinistre, Michel, un autre pompier, va décrire tout ce qu'il a vécu. Une sensation désagréable me rend légèrement tendu. Elle est accentuée par le va-et-vient de plus en plus important de personnes dont je ne sais qui elles sont exactement. Chacun donne son opinion, au bout du compte, des avis contradictoires. Les uns minimisant les risques, les autres prédisant les issues les plus alarmantes. Les chimistes ne s'en cachent pas, le produit est dangereux et les conclusions plutôt alarmantes. Alors le peroxyde d'azote est un gaz très irritant pour les muqueuses oculaires et les muqueuses respiratoires. Il peut provoquer des intoxications graves, même mortelles. Claire Métayer est universitaire, enseignante à la faculté de pharmacie. En 1987, le jour du drame, le préfet lui demande de rejoindre la cellule de crise en tant qu'expert scientifique. L'exploitant n'avait pas satisfait aux exigences en vigueur, ce qui n'a pas permis à la DRIR de jouer pleinement son rôle de conseiller technique auprès du préfet, et notamment de lui indiquer la nature et la quantité des produits stockés dans cette entreprise. Une fumée sans toxique, sans produits chimiques, les pompiers sont en exercice. Les moyens, la formation, depuis 1987, tout a changé. Les pompiers s'entraînent en permanence, leur cellule chimique est toujours en veille. En 87, elle n'existait pas. En cas d'alerte, leurs tenues étanches peuvent résister à tous les produits chimiques. À leur côté, la cellule opérationnelle de prévention des risques. Elle dépend aujourd'hui de la communauté urbaine de Nantes, une sorte de police de l'environnement qui passe au crible des centaines d'entreprises, celles qui ne seront jamais visitées par la DRIR, un précieux allié pour les pompiers. Là, on bascule après sur le réseau d'experts et des gens qu'on a identifiés et qui sont susceptibles de nous aider à titre de conseil.
à partir de cet extrait vidéo, à partir des différentes publications qui ont suivi l'événement, pu identifier donc les différents experts. Donc, on les a situés géographiquement, en fait, ces experts, et on les a identifiés. Donc, on a pu constater les experts qui étaient sur le terrain. Sur le terrain, bon, 2 pseudo-scientifiques ont été identifiés dans les commentaires du reportage, mais qu'on n'a pas pu identifier plus précisément. Et surtout la cellule antipollution de la ville de Nantes à l'époque, qui est sur le terrain parce qu'en fait, historiquement, cette cellule est hébergée dans la caserne des sapeurs-pompiers du centre-ville de Nantes, et avec une grande proximité du quotidien, et du coup une confiance déjà avec les équipes qui sont intervenues sur le sinistre. En préfecture, comme c'était évoqué, le préfet réunit les services, je dirais, habituels qui composent la cellule de crise, le COD de la préfecture. Donc, on y retrouve l'ADRIR dans le reportage. On y retrouve le cadre d'astreinte de la DAS à ce moment-là, et parfois des experts identifiés. C'est le cas dans notre situation d'une experte de la faculté de pharmacie qui est par ailleurs dans une association de défense de l'environnement. Et une dernière instance, enfin une dernière équipe d'experts qui sont ceux que l'on trouvait à distance le jour de l'événement, à travers les experts de la direction de la sécurité civile qui ont été sollicités, un ingénieur chimiste, et à travers le laboratoire de chimie, vous voyez le professeur qui s'exprime, qui avait été sollicité pour identifier ou exprimer en tout cas la toxicité des produits qui pouvaient se trouver dans le nuage. La particularité de l'ensemble de cette expertise, c'est qu'au moment de l'événement en 1987, ces experts étaient situés à différents endroits, parfois à proximité des pompiers et du coup à proximité du commandant des opérations de secours, qui cherche systématiquement à obtenir un conseil technique, une expertise, soit sur le terrain, soit on le verra peut-être plus concerté. Et de l'autre côté, l'expertise auprès du préfet, puisque le préfet, dans sa cellule de crise, se rapproche, enfin, où les experts se rapprochent du préfet pour le conseiller sur la suite à donner. Le constat qui est fait à travers les différents documents et différents reportages, c'est qu'à aucun moment il n'y a d'interaction très forte entre la situation vécue sur le terrain et la situation vécue en préfecture. En recoupant l'ensemble des événements, on aurait pu faire 2 interventions différentes, qu'on n'était pas loin de la réalité en fait, parce que les écarts étaient importants. Alors, c'est facile de le constater après, parce que pour nous, on regarde les reportages, on lit les articles, on se dit, bah oui, c'est évident, si ils s'étaient retrouvés, s'ils avaient communiqué, ça aurait été plus simple. Bon, effectivement, à l'époque, déjà les problèmes de communication se faisaient. Il n'y a pas les téléphones mobiles, mais ça aurait peut-être pas arrangé les choses, mais il n'y avait pas de liaison forcément très simple entre le terrain, la préfecture ou le terrain et des experts à distance. Donc ça a forcément compliqué les choses, et on va voir qu'il y a d'autres complications. Donc si on peut avancer. Alors là, on arrive sur la question. Alors, deuxième question, avant d'aller plus loin sur la réussite de l'expertise. Alors, quelle est la condition principale de réussite de l'expertise selon vous? 4 possibilités, même chose, une réponse à main levée. La première réponse possible, il faut assurer une coordination de l'expertise. Donc, qui pense que... Est-ce qu'il y a une réaction ou un retour d'expérience sur une coordination d'expertise vécu, réussi, ou vécu et mal vécu, je ne sais pas. Si quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet. Oui. Désolé, je reviens à ma canicule, quoi. Mais il y a une coordination d'expertise qui, moi, me semble intéressante à ce niveau-là. C'est l'expertise Météo France d'un côté, extrêmement puissante en termes de prévision, en termes de connaissances très fines de la météo, dans toutes ses composantes, parce que la météo, c'est pas juste la température, et de l'autre côté, la connaissance sanitaire de l'impact de la chaleur, et la conjonction des deux permet justement aujourd'hui d'avoir des cartes qui décrivent exactement quelles températures maximales sont à redouter et à partir de quel niveau en fonction du lieu géographique, quoi. Et ça continue à se construire, bien sûr. Et dans le plan canicule, quand il est déclenché, il y a des communications quotidiennes et voulues
entre Météo France et le sanitaire pour justement confronter en permanence cette double vision d'expertise, quoi. Merci. J'avance sur la deuxième réponse possible. Les décideurs doivent connaître au préalable les experts. Est-ce que vous pensez que ça rentre dans les conditions, dans une des conditions de réussite? Oui. Est-ce qu'il y a des... Donc il y a un peu moins d'adhésion avec cette affirmation. Moins d'adhésion et d'indiquer que pas forcément une condition de réussite. On reviendra dessus. L'expert doit être présent sur le terrain. Est-ce que vous pensez que c'est une... Non. Non, pas forcément. Il faut un expert pertinent. Il y a des gens qui sont d'accord quand même avec l'affirmation. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer ou là-dessus, vous ou plus haut, je ne sais pas. Non? Ça peut être un plus, voilà. Après, on a formulé notre question en mettant la condition principale. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de réponses à ce niveau-là. Et il faut un expert pertinent, en dernière réponse possible. Ça devrait aider, effectivement. Alors on a rebondi là-dessus pour revenir sur le petit schéma des experts du moment. Et puis on l'a vu dans le reportage, la difficulté dans la prise en compte des experts utilisés sur le terrain avec des décisions prises par rapport à l'expertise terrain. On posait la question de la décomposition des engrais. La question c'est est-ce qu'on doit mettre de l'eau ou pas en fonction des produits en question. Donc sur le terrain, ils ont finalement décidé de mettre de l'eau, mais ils avaient la connaissance du produit que n'avait pas à ce moment-là la préfecture. C'est une information qui avait disparu entre les premiers arrivants sur les lieux et ensuite la remontée d'informations à la préfecture. Donc sur le terrain, ils ont fini par décider de mettre de l'eau après avoir identifié clairement les produits concernés. De l'autre côté, en préfecture, la question s'orientait davantage, pas tant sur le nuage toxique que sur le risque d'explosion, parce qu'en préfecture, la seule info dont ils disposaient, c'était la présence d'une grande quantité d'ammonitrate dans le stockage, sans savoir si l'ammonitrate était concerné ou pas par l'événement, par le sinistre, et chacun faisant référence à des expériences vécues, pour certains de toxicité ou de la Loire avec des événements de pollution de la Loire et d'arrêt d'alimentation, c'est dans la région de Tours. Pour d'autres, l'explosion d'un navire au large de Brest en 1947, je crois, un navire rempli d'ammonitrate. Donc chacun avait des références aussi différentes, un retour d'expérience et un vécu opérationnel parfois différent qui conduit ou qui oriente aussi les choix qui ont pu être faits à ce moment-là. Alors dans les conditions de réussite, on a identifié qu'à un moment, il nous semblait incontournable qu'il y ait ce rapprochement. Ouais, vas-y, encore un clic et on doit y être. Voilà. C'est bon, les conditions de la réussite, c'est effectivement, on pense être la jonction entre ces différents experts et ces différents acteurs. Alors, peut-être pas uniquement une jonction géographique ou uniquement en termes d'échange. Je pense que ça doit aller plus loin que ça. C'est surtout que l'expertise doit arriver dans un cadre défini et commun. Défini, commun, autour d'un objectif qui doit être bien posé au départ, que chacun aille sur des finalités qui sont identifiées par un directeur des opérations de secours et que chaque service, malgré ces expériences, donc ces données, ces règles de fonctionnement, malgré ces valeurs et ces retours d'expérience, doivent vivre dans ces moments d'expertise un cadre commun. Alors sans doute que pour aller plus loin dans l'analyse de cette situation, un passage au crible des syndyniques et à travers un hyperespace des dangers permettrait certainement d'identifier rapidement les dissonances qu'on pourrait rencontrer entre chacun de ces acteurs. On le voit dans différentes situations de crise où si l'objectif n'est pas commun, forcément difficilement le résultat sera partagé et l'analyse et les propositions faites au directeur des opérations de secours ne seront que très difficiles à exploiter pour lui avec des divergences trop importantes. Donc on pense que dans ces conditions de réussite, il y a vraiment un cadrage, une situation à bien poser, à bien partager.
Alors on va passer maintenant à, donc Christophe nous a bien expliqué un peu ce qui avait pu pêcher à l'époque, en 87, donc on va voir maintenant avec Sylvain ce qui a évolué depuis et ce qui du coup est plutôt positif, donc les changements depuis 87. Oui, donc l'idée c'est de se dire 87, l'exemple qu'on a pris est assez parlant en termes de dysfonctionnement à tout va qui intègre les experts, enfin différents types d'experts. Et l'idée c'est de dire, voilà, finalement, depuis cet accident, qu'est-ce qui s'est passé pour améliorer cette situation? Et après, est-ce que tout va bien aujourd'hui, quoi, globalement? Donc, voilà. D'abord, on a dit tout à l'heure, est-ce que l'expertise, c'est les pompiers? Moi, je suis quand même persuadé que l'expertise, c'est aussi les pompiers. C'est un ensemble. C'est quand même eux qui sont sur le terrain au premier lieu. Donc, c'est quand même pas mal qu'ils sachent un peu ce qui se passe en termes d'accidents. Donc, on a parlé tout à l'heure, hein, il y avait déjà une cellule qui existait, c'est une particularité de Nantes. Depuis, en fait, c'était antérieur à 87, la mise en œuvre, enfin, le choix de mettre en place des cellules mobiles d'intervention chimique, mais elles ont été effectivement mises en place après. Voilà, donc ça, c'est déjà une première, c'est qu'il y a des moyens d'intervention sur des risques chimiques qui sont propres aux pompiers. Ça reste de l'intervention. Ensuite, en parallèle, ont été mis en place des formations d'un certain nombre d'agents au sein des sapeurs-pompiers, avec différents niveaux d'expertise en risque chimique, allant de l'équipe de reconnaissance, finalement ceux qui sont intégrés dans la cellule mobile d'intervention, que ce soit le RCH 1, 2 ou 3, comme on voit là sur le schéma, et jusqu'au conseiller technique qui a un peu plus de bouteilles, un peu plus d'expérience en risque chimique, qui est, lui, un RCH 4, et qui peut être un conseiller soit au niveau département, soit au niveau zonal. Alors, particularité aussi, ils sont aujourd'hui formés, c'est le RCH 4, au niveau national, par l'École nationale supérieure d'officiers de sapeurs-pompiers. Depuis 2006, il y a un guide national de référence donc, qui a été émis par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, qui permet de cadrer un peu cet aspect-là, ou de continuer à le cadrer, et aussi d'améliorer la formation des agents en termes de risques chimiques. Et surtout, ce qui s'est aussi énormément mis en place, à la fois depuis 87, mais aussi récemment du fait des problématiques liées au terrorisme, c'est tout ce qui va être la mise en œuvre d'exercices POI, PPI, qui permet de mettre tous les acteurs ensemble pour travailler dans la même direction par rapport à un accident. Donc là, je parle sous couvert de Christophe, parce qu'il est quand même plus à même son expertise est meilleure que la mienne sur ce sujet-là. Ça, c'est la partie SDIS, donc pompier. Sur la partie DREAL, j'en parlerai peu, parce qu'on en parle peu dans le document, mais malgré tout, là c'est plus récent, c'est suite à AZF. AZF a remis en place un certain nombre de choses au niveau de l'inspection de la station classée, mais notamment, il y a eu une montée en expertise d'un certain nombre d'inspecteurs par la création de pôles d'experts, les pôles risques, qui sont plutôt au niveau région. Voilà, ça c'est un peu la partie interne administration. Ensuite, en externe, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en œuvre, ou soit qui existaient d'avant, mais qui ont eu leur périmètre étendu. Donc d'abord, il y a le protocole Transit, donc depuis 87, qui est un appui des industriels sur tout ce qui est accident de transport matières dangereuses. Eux ont une grosse expertise dans toute la partie intervention. Intervention et surtout remise en état des wagons, récupération des produits, ce genre de choses, qui seront utiles pour les pompiers. En 2003, la CASU a été créée et elle a finalement été mise en avant dans le cadre de la circulaire de 2005. Donc cette CASU, dont je suis responsable, qui a pour objectif d'appuyer les services de l'État, qu'ils soient pompiers, DREAL, maires, à leur donner une expertise technique sur tous les aspects risques chimiques. Voilà. Le CEDRE, qui était antérieur à 87, sa spécialité c'était grosso modo les fuites d'hydrocarbures en mer. Lui a vu son expertise s'étendre à la fois sur le type de produit qu'il traitait, donc sur aller au-delà des hydrocarbures, mais aussi sont passés du côté maritime au côté aussi cours d'eau, rivière. Donc on les a aussi régulièrement en cas d'accident, de pollution sur des cours d'eau en France. Et puis c'est oui, c'est finalement dans l'échelle du temps, c'est assez récent. Suite à l'accident de Lubrizol, le premier en 2013, il y a une instruction du gouvernement qui a demandé à ce que, à la fois que la CASU se dote de moyens de déterminer toutes les problématiques liées à la commodité, mais j'en parlerai pas dans le détail, a aussi demandé à ce que, ou préconisé plutôt d'ailleurs, à ce que les professionnels se mettent ensemble pour pouvoir répondre sur des aspects d'accidents ou incidents sur une substance chimique au sein d'entreprises, un peu le pendant de Transit pour les usines. Voilà un peu ce qui s'est mis en place depuis 87. Maintenant, si on regarde un peu, alors là, j'ai fait un focus chimie, là je fais un focus CASU. Parce que après, moi je connais pas tout ce qui se passe vraiment, donc je vous montre un peu
comment ça fonctionne et comment les pouvoirs publics peuvent faire appel à la cellule d'appui aux situations d'urgence. Le fonctionnement normal, finalement c'est le préfet qui pilote le tout, hein, il pilote les DREAL et les SDIS. Hein, et le fonctionnement normal, c'est soit c'est les pompiers, soit c'est les DREAL, ça dépend un peu des questions et du timing, vont faire appel à la CASU par l'intermédiaire de leurs spécialistes. Donc en règle générale, le COS fait appel à son RCH4 qui va faire appel à la CASU. Bon, il peut aussi faire appel au CEDRE ou à Transed, hein, il a aussi les compétences. Et puis, si c'est la DREAL qui demande, le DREAL, par l'intérieur de son unité territoriale, va faire solliciter le pôle risque en termes d'expertise, qui va demander normalement à la CASU de l'appuyer. Alors forcément, on verra après, il y a des timings différents. En général, les pompiers appellent les premiers parce qu'ils ont un vrai souci, c'est il faut éteindre le feu ou il faut protéger les populations ou rapidement. Souvent les DREAL arrivent en deuxième temps ou c'est l'un ou l'autre, hein, ça dépend. Ça, et la CASU, bien sûr, fait appel à des partenariats avec le CEDRE, par exemple, on peut faire des réponses communes quand on a des accidents qui peuvent avoir un impact sur les populations, mais aussi sur les cours d'eau, par exemple. On peut renvoyer vers Transed en règle générale, c'est plutôt un renvoi vers Transed pour tout ce qui est intervention. On peut faire appel, on le fait peu, mais on le fait de temps en temps à des experts externes quand on a besoin, quand on a une connaissance de gens qui sont capables de nous aider sur des sujets spécifiques. Et puis, je l'ai mis en pointillé parce qu'on l'a pas encore mis en œuvre. On est amené à un moment donné à aussi travailler avec Usined. Donc ça, comme c'est récent, on n'est pas encore complètement au clair là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est le cas normal. On change de rubrique. Et on change de rubrique, ça c'est grosso modo ce qu'on peut trouver globalement et qui peut venir d'ailleurs perturber l'ensemble. Hein, c'est le préfet qui directement au niveau du DOS vous appelle. Voilà. Donc il bypasse le RCH4, le pôle risque et tout ce qu'on veut. Ça peut être les COS qui peuvent vous appeler directement pour plusieurs raisons. Hein. L'absence du RCH4 par exemple, mais pas que. Ça peut être l'unité territoriale des DREAL qui vous appelle aussi en cas de secours. Voilà. Et du coup, ça génère des fois une confusion. Alors tout ça peut se passer en parallèle. C'est rare, mais ça arrive. Mais en tout cas, selon qui appelle, la demande n'est pas forcément la même et la réponse attendue n'est pas forcément la même en termes d'expertise. Voilà. Et puis le dernier point qui vient aussi nous perturber potentiellement, vous avez côté ministère de l'Intérieur et côté ministère de l'Écologie, vous avez deux cellules de veille en fait, qui sont d'un côté le COGIC et de l'autre côté le CMVOA. Et ces deux cellules-là peuvent aussi venir nous solliciter. Alors, dans le meilleur des cas, ce qui est arrivé dans le cas de Lubrizol, et j'en parlerai qu'une fois, c'est le COGIC qui m'a réveillé à 6h du matin pour me dire mettez-vous en veille. Voilà, donc là, à la rigueur, là, ils font leur travail, hein, ils préviennent. Mais ça, ils peuvent nous demander aussi, pendant une crise, des éléments supplémentaires à ceux qu'on fournit par ailleurs à leurs équipes locales, ce qui peut poser des questions, et ce qui peut même nous perturber dans notre réponse. Voilà. Voilà un peu globalement comment aujourd'hui la CASU est intégrée dans l'appui au pouvoir public en cas d'accident et traitement d'une crise. Merci pour ces précisions. Et donc, on arrive sur ce qui s'est passé depuis 87, ce qui s'est amélioré. Voilà. Ce qui découle un peu, en fait, finalement, de ce que je viens de présenter. Bon, il y a forcément déjà des points positifs. Voilà, heureusement, d'ailleurs, parce que si on avait mis tout ça en place pour arriver à quelque chose de moins bien, ce serait quand même dommage. Donc, on a, finalement, depuis 87, on a une meilleure expertise disponible, aussi plus rapidement. Pourquoi ? Parce que au final, on a d'abord des formations fournies aux pompiers, des circulaires qui cadrent le recours aux experts, des structures ont été créées, hein, qu'elles soient internes aux pompiers, internes aux DREAL et externes comme la CASU. On a aussi de plus en plus d'exercices de mise en situation avec appel aux experts. Ça met l'huile dans les rouages. Alors on disait tout à l'heure, est-ce que les secours publics doivent-ils connaître les experts qu'ils vont appeler ? Alors, connaître nominativement, je pense pas. Maintenant, nous, on voit une chose, c'est que la cellule d'appui aux stations d'urgence, elle a vu ses appels augmenter et ça ne cesse d'augmenter, notamment au niveau des pompiers ces derniers mois et ces dernières années, parce qu'il y a une confiance qui se crée. Finalement, si vous répondez bien à une demande, on va vous rappeler derrière. Si on vous connaît pas, on vous appelle pas. Voilà. Donc on a beau être sur une circulaire, il y a quand même nécessité d'avoir un fonctionnement usuel, habituel à mettre en œuvre pour qu'on puisse intervenir correctement auprès des pouvoirs publics. Et il est clair qu'on le voit encore aujourd'hui, il y a des départements qui nous appellent jamais, il y a des départements qui nous appellent tout le temps. Donc on voit bien qu'il y a des fonctionnements qui sont très liés à la confiance que peuvent avoir les pouvoirs publics aux experts, hein, plus généralement, et finalement aussi à l'expérience qu'ils ont de l'appui aux experts. Donc ça joue avec. Du coup, moi je te connaissais pas, donc maintenant je pourrais t'appeler alors. Voilà. Ok, merci. Et oui, même les départements ont le droit. Hein, voilà. Ouais, non, mais donc on est payé par le ministère de l'écologie. Enfin, c'est un financement du ministère de l'écologie, mais on intervient pour tout type de demandeurs, voilà, qui sont publics. Okay.
Voilà, donc financé par le ministère de l'écologie, n'est-ce pas, qui a bien du mal à nous financer actuellement. Petit message. Voilà. Et puis donc je disais, il y a des conventions entre organismes d'expertise. On pourrait dire c'est stupide, finalement ces organismes-là forcément ils vont travailler ensemble. Néanmoins, le fait d'avoir une convention nous permet de nous rencontrer régulièrement et de travailler ensemble. Et ça c'est une plus-value. Voilà. Un point d'alerte, c'est le risque de zone de recouvrement entre experts, qui est en grande partie pallié par le fait qu'on a des conventions entre organismes d'expertise et qu'on préfère travailler ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes. C'est important. Mais ceci dit, c'est possible. Et après, le point rouge, alors je mettrais, c'est pas forcément mauvais, en tout cas c'est des vrais points de vigilance. On en a discuté tout à l'heure. La coordination des différentes entités vis-à-vis de leurs demandes aux experts est importante. C'est primordial. Là, je dirais c'est indépendant d'experts, quoique, parce qu'on peut arriver, nous, à avoir plusieurs demandes en parallèle. Et aujourd'hui, on a fait un choix qui peut être remis en cause par le préfet, par le ministre, par ce qu'on veut, mais aujourd'hui, le choix qu'a fait l'INERI, c'est on répond d'abord à ceux qui sont le plus près du feu, grosso modo. C'est une priorité. Priorité à ceux qui sont le plus près du terrain. Voilà. Néanmoins, la difficulté qu'on a en tant qu'expert, pas sur le terrain, donc nous, à l'INERI, on n'envoie pas des gens sur le terrain. De toute façon, souvent, le besoin d'expertise, il faut le donner dans la demi-heure, donc on n'a pas trop le temps de se déplacer. C'est le problème des intermédiaires, parce que vous avez vu un peu les plans d'avant. Hein. Finalement, on a le gars du terrain qui demande au COS, qui va voir le préfet, des fois, qui va redescendre, ça va partir par le RCH4. Potentiellement, ça peut être le COGIC qui vient vous appeler. Donc c'est compliqué. Donc on a des experts, ça veut dire qu'on n'a pas forcément toujours la bonne information. Alors je dirais, on a ce souci-là en ce qui concerne la partie ministère de l'Intérieur. On l'a encore plus en ce qui concerne l'aide réelle, pour le coup. Parce que là, il y a encore plus d'éloignement certainement entre le terrain et l'inspecteur d'installation classée. J'ai mis le retard à l'allumage des experts, c'est que souvent on nous appelle un peu tard. Parce que finalement, le temps qu'on met à se préparer, c'est le même temps que met la cellule de crise à se préparer. Donc si on nous appelle, quand vraiment on ne sait plus ce qu'il en est, nous on recommence tout à zéro. Hein. Donc voilà, donc c'est compliqué. On avait effectivement une vraie question, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, selon qui demande quoi, le niveau d'attente de l'expert pour l'expertise n'est pas le même. Je dirais globalement, ça nous arrive d'avoir un pompier de terrain qui nous appelle, enfin le binôme en général qui nous appelle, et lui il va avoir une réponse rapide, pas forcément avec 4 chiffres derrière la virgule. Maintenant, quand vous avez un RCH4 qui vous appelle, un expert risque chimique, lui a déjà utilisé ses outils. Donc il a déjà des informations. Si on leur donne les mêmes informations, ça ne l'intéresse pas non plus. Donc on a nous aussi une vraie difficulté, des fois, à caler le niveau d'expertise par rapport au demandeur. Et le demandeur, le pompier va nous le demander, mais le pompier pour nous, ça veut tout dire et rien dire. Ça dépend lequel, finalement. Et c'est vraiment pas simple. On a le même problème avec l'aide réelle. Hein, entre une unité territoriale qui a besoin d'avoir une réponse rapide et le pôle risque qui a déjà des éléments en main, on a cette même problématique-là. Et puis, pour finir, on est aussi avec une certaine difficulté par rapport aux demandeurs, parce que selon le demandeur, le niveau d'urgence n'est pas le même. Le temps de l'urgence n'est pas le même. Et en tant qu'expert, c'est très difficile aussi de caler notre temps de réponse par rapport aux demandeurs. Parce qu'on peut répondre des fois en 10 minutes, des informations certes partielles, mais on a toujours tendance on est expert avant tout, à prendre le temps pour être sûr de répondre à un maximum de choses. Et du coup, des fois... Donc, si j'ai bien suivi, c'était l'œuf à la coque, c'est ça? C'est un peu ça, c'est-à-dire que selon qui est en face, on va se poser des questions pour répondre rapidement, effectivement. Ouais. Voilà un peu grosso modo. Et, je ne l'ai pas mis là, la vraie difficulté de l'expert, c'est d'être capable de répondre sans données. Parce qu'en règle générale, on vous pose des questions, on ne vous donne jamais les données qui nous permettent de répondre correctement à la question. Donc on doit être capable d'essayer de trouver des solutions et des réponses à des questions qui sont soit mal posées, soit pas posées, soit parfois sans données. Et ça, c'est vraiment complexe. Et je reprends le cas du Lubrizol, juste 30 secondes. Quand on ne sait pas ce qui brûle, c'est difficile de donner des distances, de savoir ce qui brûle, enfin, de savoir quelle est la composition des fumées. Et c'est souvent ce qu'on a dans les premières minutes, on ne sait pas ce qui brûle, on sait que ça brûle. Voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. En conclusion, moi je dirais que là, on a évoqué, en fait, on est resté volontairement centré sur
le rôle de l'expert dans la gestion de crise, mais on peut apporter une ouverture, c'est que les experts, ils n'interviennent pas que dans la gestion de crise, et enfin la crise immédiate, ils interviennent bien évidemment dans l'après-crise. Et ce qu'on voit aussi, la différence par rapport à 87 et 2019, c'est que la sensibilité de l'opinion publique, on l'a dit au travers des différents cas qu'on a vus aujourd'hui, elle a largement augmenté, et on a vu de nombreux groupes de contre-experts se développer, donc on a aussi de l'expertise de ce côté-là, et on voit qu'au niveau médiatique, il y a également un emballement, on l'a évoqué également à plusieurs reprises, et de la même manière, les médias ayant besoin aussi de se nourrir ont recours à des experts, avec des analyses qui peuvent être un peu plus courtes, à 10 minutes, contrairement à ce qui va être apporté au pouvoir public. Donc on voit que finalement, l'expertise, elle est un peu sur tous les fronts, et qu'elle peut venir se télescoper, malheureusement, et que ça complexifie beaucoup nos affaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour mes collègues, puisque moi, vous l'aurez compris, je ne suis pas une experte dans la gestion de crise. Une petite question pour mes collègues. Là-bas, Ludovic, qui est monté, qui a pris de la hauteur, comme on dit. Hein. Non, je change de place régulièrement, comme ça j'accompagne les gens qui partent et on discute un peu, je reviens. Enfin, bon. Non, juste pour partager une expérience, donc merci pour cette présentation. J'ai eu l'occasion, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, sur la gestion de grandes crises nationales, de devoir solliciter des expertises diverses et variées, parce qu'effectivement, à un moment donné, on ne sait pas faire, on ne connaît pas, hein, donc c'est quelque chose d'important, mais il y a quand même un point sur lequel je voudrais insister, c'est parfois la difficulté pour les experts de se mettre d'accord. Et là, pour le coup, ça devient très pénalisant pour la cellule de crise, parce qu'on finit par plus avancer, et à force de vouloir écouter les experts, on finit par plus savoir qui croire. Donc là, on touche vraiment l'un des principes des HRO, qui dit que, voilà, qui appelle à se référer à l'expertise, mais pour autant, cette expertise doit mettre en place un vrai dialogue contradictoire pour qu'on n'aboutisse pas à terme à un consensus, mais qu'on aboutisse à terme à une décision qui soit partagée et qui soit validée comme telle par les experts qui finalement doivent parler en un seul nom. Donc ça c'est difficile. On est ici à l'IRSN, donc on a aussi le sujet hein, parfois entre l'exploitant du nucléaire, l'IRSN, l'ASN qui parfois ont des avis divergents sur un sujet. C'est extrêmement important que ces experts arrivent à se mettre d'accord, à avoir un regard partagé sur l'événement, sans quoi ça peut vraiment perturber le fonctionnement de la cellule de crise. Et puis un regret, qui tend à disparaître, c'est que les experts apportent une expertise sans pour autant parfois la rendre suffisamment accessible aux non-experts et qui parfois considèrent qu'ils apportent leur expertise mais sans proposer de décision. Alors les vrais experts effectivement ont tendance à dire mais c'est pas notre travail. Je vais vous laisser réagir, bien sûr. C'est pas notre travail, mais c'est vrai que derrière l'expertise, on aimerait bien avoir le petit truc en plus qui ferait que la décision serait plus facile à prendre. Alors, moi, je vais répondre clairement là-dessus. Il n'est pas du rôle de l'expert, en tout cas vu de la CASU, de prendre les décisions à la place des pouvoirs publics. Pour un certain nombre pour un certain nombre de raisons, je passe la raison juridique. Hein, tout le monde aura compris, hein, c'est les préfets qui décident, c'est pas la CASU, hein, ça se saurait. Mais c'est surtout au-delà de ça, comment un expert qui est délocalisé, qui ne voit pas tout ce qu'il voit, est capable et qui n'est pas au courant de tout. Parce que pour moi, dans une crise telle qu'on a le Brisol, celui qui voit tout, c'est le préfet. Enfin, celui qui voit tout. En tout cas, celui qui a la vision la plus globale, c'est le préfet. Je ne vois pas un expert prendre une décision sans avoir tous les éléments en main. Le problème de l'expertise, c'est qu'on a une vision forcément réduite, restreinte, spécialisée. Donc ça, en général, plus on va dans le détail et plus on perd la vision générale. Alors, on a beau essayer, hein, ça fait partie de nos objectifs, hein, de prendre du recul systématiquement pour éviter de donner une réponse qui est en dehors de la plaque, en répondant stricto sensu à la question qui parfois est totalement en dehors ne résoudra pas le problème si on y répond. Mais c'est pas facile et on n'est pas sur place. Et la question qu'on a, c'est est-ce qu'on doit aller sur place? Ça, c'est des questions qu'on se pose et aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Alors,
du coup, je réagis. Effectivement, ma question était certainement incomplète, puisque à distance, effectivement, il est difficile de proposer des décisions. Moi, je parle de cas où on a fait venir des experts en cellule de crise, ce qui est quelque chose d'assez nouveau. Et le bureau dans lequel je travaillais au ministère de l'Intérieur, on a essayé de faire évoluer cette doctrine, justement, pour que n'entre plus dans les centres opérationnels que le premier cercle opérationnel autour du préfet. Je parle des sapeurs-pompiers, du service, enfin du SAMU, ou de l'ARS, la police et la gendarmerie, mais faire entrer d'autres services considérés comme administratifs, je pense par exemple au DREAL ou au DDT, et insister sur le fait qu'on devait faire entrer dans ces cellules de crise des experts, hein, et que chaque acteur au sein de la cellule de crise, quel que soit son niveau, que ce soit au sein d'un COD dans un département ou au niveau interministériel, que les gens puissent se parler, se comprendre, échanger, et en amont, et ça a été dit tout à l'heure, et c'est extrêmement important, se connaître, pour que les échanges soient fluides et profondément honnêtes. Voilà. Là, j'ai pas d'expérience dans le domaine, puisque à ma connaissance, les membres de la CASU sont jamais allés en cellule de crise. Mais c'est extrêmement difficile. Les préfets sont les patrons dans leur département. Certains aujourd'hui ont compris tout l'intérêt de faire entrer un certain nombre d'acteurs au sein des cellules de crise. D'autres, ils sont encore résistent encore à ce sujet-là. On touche avec l'expertise le même sujet que la communication avec les réseaux sociaux. On a des préfets qui ne veulent parler que de communiqués de presse et de conférences de presse, et certains ont quand même compris que les réseaux sociaux, ce n'était pas du virtuel, mais que c'était de la vraie communication et qu'il fallait s'en emparer avant qu'elle s'empare de nous. Ok, ben merci. Je crois qu'on a été invité à changer de groupe, donc on va vous laisser. Merci beaucoup. Merci. Bien. C'est à toi. Dakar, vous aviez une question? Ils sont partis. Je vais leur donner le micro. Allô? Vous nous entendez? Oui, on vous entend. On a vu tout récemment avec l'incendie de l'usine Lubrizol que le ministère de la Santé avait toutes les difficultés pour rassurer les populations, et malgré tous les changements que vous avez évoqués depuis 1987, et aussi le fait que l'industriel lui-même soit un expert. Comment expliquez-vous qu'on ne sache pas la quantité de produits stockés et leur nature en France? Qui répond? C'est tout. Qui veut répondre? Je pense que la situation de Lubrizol est tellement récente qu'on n'est pas en mesure d'apporter forcément des éléments précis, sauf si la CASU va aller plus loin. Cette difficulté dans le recensement des produits présents soumis à un incendie se pose systématiquement, hein, tant qu'on n'arrive pas à avoir une liste très précise de ce qui était présent. Et une fois qu'on a ce qui est présent, d'être certain que c'est bien pris, enfin que c'est pris dans le sinistre, pris dans l'incendie et qu'il y a un mélange de produits, ça demande forcément un peu de temps avant d'avoir une liste exhaustive des produits en cause, et du coup le travail de recherche des interactions possibles et des compositions des fumées d'incendie, quoi. Oui, donc je rejoins ce que dit Christophe. C'est donc compliqué de faire de retour d'expérience tout de suite maintenant sur ce sujet-là, d'autant que c'est toujours pas fini, hein. L'INERIS est toujours en appui sur cet accident-là. Oui, c'est pas facile, mais la difficulté, c'est pas non plus de savoir quel produit il y a, c'est d'être capable de savoir ce qui s'est passé réellement. L'incendie, c'est quelque chose qui est à la fois simple et complexe. Simple quand ça brûle bien, complexe quand ça brûle moins bien. Voilà, donc on a aussi des problèmes de modèle, clairement, hein. Être capable de modéliser finement un incendie et les fumées de combustion sur des choses qui sont sous-ventilées, où on sait pas trop on sait quel produit il y avait, mais on sait pas où ils étaient situés exactement. Voilà, donc on est vraiment pas dans du simple. Mais pour le coup, je pense qu'on peut voir le verre à moitié vide, on peut aussi voir le verre à moitié plein. Je pense qu'aujourd'hui, on regarde des choses qu'on ne regardait pas il y a 20 ans.
Je pense que la retombée d'essuie et quel produit il peut y avoir, on ne se posait pas la question il y a 20 ans. Aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, hein, et les ONG en font partie, on le fait, et je pense sincèrement, on peut discuter, et je ne reparle pas de la communication sur le sujet, parce qu'on peut toujours discuter de la bonne ou mauvaise communication, et moi je suis mal placé pour donner mon avis. Par contre, je pense qu'on a été beaucoup plus vite que d'habitude pour essayer de prendre en compte ces problématiques de retombées de produits potentiellement dangereux, voilà, sur le long terme. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, puisque là, je pense qu'on ne pourra réellement rediscuter de Lubrizol et de ce qui s'est passé que dans quelques mois, années, quand l'affaire sera finie, quand on fera vraiment du retour d'expérience complet de A à Z. C'est un gros travail à faire, ça. Allô? Merci. Pardon. Vous avez d'autres questions? Oui. Bonsoir, Oui. encore une fois. Voilà, moi j'ai une préoccupation par rapport à l'expertise. Au nord du Sénégal, nous étions confrontés à un problème lié à la langue de Barbarie. Sûrement, vous ne connaissez pas cette région, mais l'État avait fait appel à des experts et malheureusement, ils ont pris une mauvaise direction. Si c'était en France, qu'est-ce qu'encourent ces experts par rapport à des résultats qui n'étaient pas escomptés? Voilà. Est-ce que quelqu'un dans la salle a la réponse à cette question? Donc, je demanderai par rapport à la législation française, oui. Si des experts se réunissent et prennent une mauvaise décision, qu'est-ce qu'ils encourent? Est-ce que c'est de leur responsabilité ou bien de la responsabilité des pouvoirs publics d'avoir appliqué leurs conclusions? Je pense que tout le monde a compris la question et tout le monde est bien embêté pour répondre. Mais en fait, votre question est très bonne. Et alors, je vais donner un avis qui n'est que le mien. Mais globalement, ce qu'on observe quand même, ou ce qu'on pourrait observer, je ne suis pas juriste, c'est qu'un juge a tendance quand même à observer, à analyser les choses et à juger ce qu'on appelle de facto sur les faits. Donc, il y a un moment donné, je dirige une société de conseil, parce que je ne me suis pas présenté, je suis le dirigeant de la société Atrisque. Et à un moment donné, sur des questions d'expertise bâtimentaire, un de nos associés, qui est par ailleurs expert judiciaire, a eu l'occasion de discuter avec un juge qui lui a simplement dit la chose suivante: ne vous trompez pas dans ce que vous dites à des entreprises, parce qu'on saura toujours se souvenir que vous étiez, vous, réputés comme les sachants. Donc après, il n'y a pas un texte qui dit aujourd'hui qu'un expert, quand il donne un avis, etc., va à un moment donné risquer telle peine ou telle condamnation, mais il engage quand même sa responsabilité dans les propos qu'il peut tenir et dans la manière dont il peut amener à une prise de décision. Mais ça, c'est mon avis, et c'est le conseil que je donnerai sur le positionnement d'un expert. Maintenant, si quelqu'un est plus pointu que moi sur ces questions juridiques ou a un retour d'expérience à partager, ça peut être intéressant. Je fais appel à la salle. Est-ce que ça répond à votre question globalement? Oui, bon, ça me rassure, mais bon, j'aurais pensé avoir une autre réponse qui puisse me guider, surtout en France. Parce que quoi que l'on dise, les experts, ce ne sont pas des demi-dieux, voilà. Donc, c'est pour dire uniquement que j'aurais souhaité honnêtement avoir quelque chose qui puisse quand même dire qu'au cas où ce qu'on attendait d'eux, l'objectif n'est pas atteint, qu'ils soient quand même responsables pénalement d'une certaine situation. Parce que le cas que je vous ai évoqué tout à l'heure, il s'agit de la langue de Barbarie, c'est-à-dire à Saint-Louis, il y avait effectivement un appel à candidature, des experts ont donné des directions, mais malheureusement, la situation a empiré. Donc voilà, qui est responsable? C'est l'État, sont les experts, point d'interrogation. Et donc, c'est le contribuable qui paye cet argent. Donc, le contribuable doit à certaines, bien entendu, certaines conséquences par rapport à ce qui s'est fait. Voilà. Elle a bien été entendue cette question? Bertrand.
Oui, donc cher ami du Sénégal, moi je vais vous répondre. C'est une réponse de Normand peut-être, mais en France, l'organisation de la gestion de crise est faite de telle manière que le responsable de la crise dans un département est le représentant de l'État et le préfet en tant que directeur des opérations. Alors volontairement, je ne parle pas de direction des opérations de secours, puisqu'il y a une volonté aujourd'hui de parler de direction des opérations pour qu'on ne se limite pas dans le terme de crise à la notion de secours, mais qu'on y implique bien l'ensemble des services concourants. Et la première personne qui sautera en cas de crise, c'est le préfet. C'est d'ailleurs parfois la raison pour laquelle il est pour certains d'entre eux, difficile de décider, puisqu'en fonction de la décision qu'ils prendront, ils sauteront ou non au prochain Conseil des ministres. Ça, c'est une première chose. Et en fonction de l'événement, et on l'a vu notamment sur des événements comme Lubrizol par le passé, mais dans tout un tas d'autres événements, que ça pouvait monter jusqu'au niveau ministériel et que les autorités politiques pouvaient à un moment donné servir de fusible, à commencer par le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'Environnement, pour parler simplement. Enfin, en tout cas, l'échelon politique est systématiquement mis en difficulté. Ensuite, il y a le deuxième temps, donc ça je parle du temps administratif, et ensuite il y a le temps de la justice, qui effectivement, comme le disait Bertrand Weckell, cherchera à identifier la faute de l'expert, l'erreur dans son expertise, et à partir de là, effectivement, il y aura des sanctions qui seront prises ou non, mais on ne peut pas imposer, en tout cas je pense qu'on ne peut pas imposer à un expert d'avoir raison à partir du moment où il est en capacité d'expliquer qu'il a fait des propositions en son âme et conscience au regard des éléments qu'il avait à sa disposition. Bon, à la fin, c'est un peu une réponse de Normand, je vous l'accorde. Merci, cette réponse me satisfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.